Le journal. Ce journal vous est présenté par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir à tous, bienvenue dans le journal. Voici le titre de l'actualité. En République démocratique du Congo, la session de septembre à l'Assemblée nationale appelée session budgétaire consacrée à l'examen et à l'adoption du budget de l'État pour l'année suivante est toujours en cours. Cette année, cette session est marquée par l'absence du bureau pouvant conduire les débats. Dossier à suivre dans cette édition du journal sur les conséquences liées à cette situation. À la une également, impulser une nouvelle dynamique de gestion axée sur les résultats, la transparence et la redevabilité. C'est l'objectif de l'atelier de co-création de la cellule de coordination et de suivi de résultats lancé ce mardi à Kinshasa par le ministère de la Santé publique. Le détail dans cette édition d'information. Au sommaire également, victoire diplomatique au Burkina Faso où le pays a été retiré de la liste de grises Gavi, salué pour ses efforts dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et les financements de terrorisme. Ouagadougou renvoie un signal fort aux partenaires internationaux. Justement, voilà tout pour les titres. Bienvenue dans le journal. Vous êtes des millions à nous suivre, vous êtes bien sûr sur Géopolise Télévision. On démarre avec une délégation de 8 députés de la Commission développement et celle de droits de l'homme du Parlement européen qui a entamé une mission de 3 jours en République démocratique du Congo. Selon un communiqué de l'Union européenne, ils vont séjourner en RDC jusqu'à mercredi 29 octobre pour évaluer l'approche de l'Union européenne justement en matière de développement durable dans des contexte fragile et les enseignements plutôt à tirer de la mise en œuvre de pratiques de Nexus développement aide humanitaire paix. Nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions. RDC, toujours la République démocratique du Congo, la session de septembre de l'Assemblée nationale appelée session budgétaire consacrée à l'examen et à l'adoption du budget de l'État pour l'année suivante a été ouverte, vous savez, depuis septembre. Cette session du 15 septembre 2025 marquée cette fois-ci par l'absence du bureau pouvant conduire la session. L'absence du bureau entraîne quoi sur le budget? Tentative de réponse avec Didier Ilunga. Donc, en âme et conscience, décider devant 110 millions de Congolais de considérer que ma petite personne ne doit pas bloquer une grande institution comme l'Assemblée nationale. J'ai donc décidé de déposer ma démission. La session parlementaire de septembre 2025 s'est ouverte dans un climat tendu, marqué par des défis sécuritaires persistants et des vives turbulences politiques. Au cœur des débats, plusieurs pétitions visant le bureau de l'Assemblée nationale, accusées par une frange des députés des manquements dans la gestion interne de l'institution. Anticipant une procédure susceptible de conduire à son éviction, Vital Kamerhe a préféré démissionner de ses fonctions. Ce départ intervient alors que des pétitions visant plusieurs membres du bureau avaient été examinées par une commission spéciale. L'épisode a plongé l'Assemblée nationale dans une zone d'incertitude institutionnelle à la veille de l'ouverture de la session budgétaire, un moment crucial pour le fonctionnement de l'État. Selon plusieurs observateurs, l'absence d'un bureau définitivement installé pourrait sérieusement perturber l'examen du budget 2026. En effet, sans une direction légitime et opérationnelle, la plénière ne peut être valablement présidée, ce qui bloque la présentation du projet de loi des finances par le gouvernement. Ce blocage pourrait entraîner un retard dans l'adoption du budget, compromettant le financement des politiques publiques et le bon fonctionnement de l'administration dès le début de l'année prochaine. Sur le plan politique et juridique, cette impasse alimente une crise de confiance entre les institutions et pourrait, si elle perdure, mener à une violation des délais constitutionnels prévus pour le vote du budget. Dans ce contexte, l'arbitrage du président de la République apparaît plus que jamais nécessaire
pour restaurer le fonctionnement harmonieux des institutions. Faute de quoi, le pays risque d'aborder l'année 2026 sans budget adopté, avec toutes les incertitudes politiques et économiques qu'un tel scénario implique. En politique cette fois-ci, où le parti de l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, est monté au créneau lundi 27 octobre pour rejeter catégoriquement sa suspension annoncée par le ministre de l'Intérieur le 18 octobre dernier, une sortie qui intervient quelques heures seulement après la notification officielle de l'arrêté ministériel par le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe qui a confirmé la suspension de toutes les activités du parti sur l'ensemble du territoire national. Didier Lunga pour le commentaire. La suspension des activités politiques du PPRD, parti de l'ancien président Joseph Kabila, suscite de vives réactions. Le parti dénonce une décision politique et affirme maintenir ses activités sur le terrain. Son secrétaire permanent Emmanuel Ramazan Chadari estime que cette suspension n'engage pas les PPRD. Nous pensons que le pouvoir actuel a perdu le pédale. Le pouvoir actuel, il est perdu. Parce que le pouvoir actuel va de l'illégalité en illégalité. Aucune procédure n'est respectée dans tout ce qu'ils font. Étant donné que tout ne respecte pas les prescrits, et comme le pouvoir est aux abois, cette suspension, la deuxième, illégale, et on ne connaît même pas l'arrêté, on n'a pas vu l'arrêté, si elle existe, je dis bien si elle existe, la suspension là, cette suspension n'engage pas le PPRD. Cette suspension ne concerne pas le PPRD. Ça doit être mis dans le domaine de fake news. Le ministère de l'Intérieur reproche à Joseph Kabila son silence face au M23 et au soutien du Rwanda. Son retour à Goma après la condamnation à mort de Corneille Nangaa, considéré comme l'un des patrons de ce mouvement, alimente la polémique. Reste à savoir si ces bras de fer mènera au dialogue ou à l'affrontement. Je le disais au sommaire, le ministre de la Santé publique a officiellement lancé ce mercredi 28 octobre l'atelier de co-création de la cellule de coordination et de suivi de résultats. Objectif, impulser une nouvelle dynamique de gestion axée sur les résultats, la transparence et la redevabilité. Cet atelier qui se tient à Kinshasa réunit le secrétaire général, le directeur des établissements et le programme de santé ainsi que le partenaire technique et financier. Patrick Patience Lokeke plutôt pour le reportage. Le ministère de la Santé a officiellement lancé ce mardi 28 octobre l'atelier de co-création de la cellule de coordination et de suivi des résultats CCSR. Objectif, impulser une nouvelle dynamique de gestion axée sur les résultats, la transparence et la redevabilité. La création de cette cellule vise à instaurer au sein du ministère une culture de gestion fondée sur la redevabilité, la mesure des performances et le pilotage par les données. Notre but est d'introduire une nouvelle culture, celle du suivi des résultats, du pilotage de la donnée et de la redevabilité intelligente. Le ministre de la Santé, Dr Samuel Roger Kamba, a souligné un impératif, passer de la planification à une action concrète, mesurable et visible pour la population. Notre pays n'a jamais manqué de projets, ni de stratégie, ni d'ambition. Ce qui nous a souvent manqué, c'est la rigueur du suivi, la culture de l'évaluation et la capacité à traduire nos engagements en résultats concrets pour nos concitoyens. Encore une fois, ce décalage n'est pas une fatalité congolaise. Il est le symptôme d'un système qui planifie beaucoup, mais coordonne peu. Un système qui suit mal ce qu'il a entrepris. Faute de levier de décision agile capable de mesurer en temps réel la réalité derrière les chiffres. Connectée à la Delivery Unit de la primature, la CCSR constituera un véritable outil de pilotage des politiques de santé capable de suivre, analyser et accompagner leur mise en œuvre.
Rendons-nous à la primature où la première ministre Judith Suminwa a échangé lundi avec le représentant de l'UNICEF John Agbor pour présenter les priorités du gouvernement de la RDC en matière d'éducation, de santé et d'état civil. L'occasion de renforcer aussi le partenariat avec l'organisation onusienne afin d'améliorer l'accès à l'éducation et aux soins de santé pour les Congolais. Regardez. À la primature, la première ministre Judith Suminwa a reçu les représentants de l'UNICEF en République démocratique du Congo, John Agbor. Une rencontre axée sur la transmission des priorités du gouvernement congolais à l'organisation onusienne afin d'orienter efficacement son appui. La chef du gouvernement a présenté les principaux axes d'intervention sur lesquels la collaboration doit s'intensifier: l'éducation, la couverture santé universelle et l'enregistrement des naissances. Elle nous a résumé, je crois, en 3 ou 4 grandes priorités pour nous en face en tant que UNICEF. C'était l'éducation, la qualité de l'éducation. La deuxième priorité sur laquelle elle est revenue, sur laquelle l'UNICEF va accompagner, c'est la couverture sanitaire universelle. La troisième sur laquelle on a échangé, c'est sur l'enregistrement des naissances. L'UNICEF entend aligner son action sur ces priorités, notamment en soutenant la scolarisation des filles et le renforcement du système de santé communautaire. Pour avoir la couverture sanitaire universelle, il faut avoir la possibilité d'avoir les services qui sont disponibles. Et pour que ces services soient disponibles, il faut qu'il y ait des centres de santé qui fonctionnent. Il faut qu'il y ait du personnel, il faut qu'il y ait des équipements et des médicaments. Donc, il faut les financer en même temps. Donc, sur tous ces volets, avec un accent particulier pour UNICEF sur la partie santé communautaire, ça c'est une composante sur laquelle on va renforcer notre accompagnement. John Agbor salue la vision du gouvernement et l'esprit d'ouverture de la première ministre déterminée à améliorer le bien-être social de la population. On pense qu'on est dans la bonne direction. On pense que la vision, c'est bon. Maintenant, il faut qu'on la complète, il faut qu'on le mette en œuvre. Parce qu'il y a une partie qui est tout ce qui est conception, et il y a une autre partie qui est tout ce qui est mise en œuvre. On est aussi tellement content que le gouvernement a dû mettre cette taxe de 2,5% qui va nous aider, n'est-ce pas? Non seulement cet accompagnement technique, mais aussi question financière. Cette audience confirme la volonté du gouvernement congolais et de l'UNICEF de conjuguer leurs efforts pour bâtir un avenir meilleur pour chaque enfant en RDC. Cette audience confirme la volonté du gouvernement congolais et de l'UNICEF de conjuguer leurs efforts pour bâtir un avenir meilleur pour chaque enfant en RDC. À l'invitation de Zijin Mining Group, troisième plus grande compagnie minière mondiale, lui, Watum Kabamba, ministre de Mines, a effectué une visite du 25 au 26 octobre, une visite de terrain en Chine, accompagnée du président du conseil d'administration de la Congolaise de l'exploitation minière, cominière, de membres de son cabinet et de la représentation diplomatique de la République démocratique du Congo en Chine, déjà présente en RDC à travers le projet tels que Kamwa Kakula, Comus ou Manono, en partenariat avec la communière Sijin, a confirmé au ministre son engagement à poursuivre les investissements dans les infrastructures de transport, les ports et la transformation locale de ressources minières sur le sol congolais. Nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions. À Chikapa, chef-lieu de la province du Kasaï, nous sommes dans le centre du pays. Le roi de la route plutôt, c'est la moto. Vous le verrez avec Blaise Kuzola. Partout, on attend quelle que soit la distance, la course coûte, retenez bien, 1000 francs congolais. Blaise Kuzola, en direct de Chikapa, nous explique. Ici à Chikapa, chef-lieu de la province du Kasaï, il n'existe pas de taxi-bus, moins encore des taxis. Il n'existe que de motos comme moyen de transport, contrairement à Kinshasa, où nous avons tout ce que nous pouvons avoir comme moyen de transport. Mais ici, à Chikapa, il n'y a que de motos. Ce sont des sons de motos que vous entendez du matin au soir. Ce sont aussi des klaxons de ces personnes qui font leur travail et qui l'exercent bien dans une ville où les voiries, en tout cas, sont en train d'être complètement réhabilitées grâce aux efforts consentis par les gouverneurs. Crispin Mukendi
financé ou accompagné par le FONER, qui en tout cas est en train d'abattre un très grand travail ici avec ses partenaires comme l'OVD, comme l'office de route aussi. Et ici dans cette ville de Chikapa, comme je viens de le dire, les motos occupent une place de choix dans le chef de la population pour leur déplacement dans un endroit X ou un endroit Y. Dans un endroit X à un endroit Y. Et cela s'est fait bien, selon même un motard que nous avons contacté, qui nous a d'ailleurs pris sur sa moto. Il nous a expliqué que le versement ici, c'est à 25 000 francs pour une nouvelle moto. 25 000 francs. Nouvelle moto, c'est à 25 000. Et cette moto-là, si elle fait seulement 3 mois, le prix baisse. Ça devient, au lieu de 25, on rabaisse ça à 20 000 la journée. Donc, il ne donne que 20 000 francs la journée. Contrairement à Kinshasa où le prix est un peu plus haut. Mais ici, c'est 20 000 francs la journée. Et chaque course, peu importe l'endroit, n'équivaut qu'à 1000 francs simplement. 1000 francs la course. Partout où vous pouvez aller, vous pouvez quitter du côté du gouvernorat pour aller du côté de la route qui mène vers Kananga. Tout ça, c'est toujours à 1000 francs. Merci Blessed Kuzola. À partir de Chikapa, nous sommes au centre de la République démocratique du Congo. On démarre, on continue avec cette journée à l'occasion de la journée mondiale de films animés. Barli Barouti, créateur de bandes dessinées passionnées, revient sur les liens et les différences entre les films animés et la bande dessinée. Il souligne par ailleurs la richesse de ces deux formes d'art, tout en protégeant, en tout cas, en partageant plutôt les défis et les joies de son métier, célébrant ainsi la créativité que ses œuvres offrent au public. Gigi Nende pour le reportage. Chaque année, la journée mondiale du film animé célèbre un art qui séduit petit et grand, l'animation, une occasion de mettre en lumière la richesse et la diversité de ce genre où histoire et personnages captivent le public. Barli Barouti, passionné de bande dessinée, explique les liens entre films animés et bandes dessinées et les spécificités de chaque forme d'art. Ce qui est communément appelé BD, la bande dessinée, a comme particularité le fait que ce sont des images fixes qui sont fixées sur le papier, ce qui est appelé communément la DA ou les dessins animés, les films d'animation si vous voulez, et ça ce sont des images en action. Ce rapport-là, c'est que le dessin animé se fait suite à une bande dessinée. Ça veut dire qu'on doit avoir des images fixes pour les animer par exemple. Il revient également sur les défis et les satisfactions de son métier de créateur de bande dessinée. C'est un métier comme les autres. Quand on a la passion, et c'est ça que ça devient intéressant, c'est que ce que vous faites, si vous trouvez que ça donne du plaisir aux gens, eh bien vous aurez accompli votre mission d'artiste. Vous savez, c'est comme le destin, hein? Il ne faut pas toujours attendre que les choses vous arrivent, vous devez aussi provoquer le destin. Et c'est pour ça que vous devez être créatif, productif, mais tout un travail, tout un processus. Cette journée mondiale rappelle l'importance de ces deux univers qui s'enrichissent mutuellement. Qu'il s'agisse d'un film d'animation captivant ou d'une bande dessinée émouvante, ces formes d'art continuent d'inspirer et de faire rêver toutes les générations. Changeons de chapitre pour parler de l'audiovisuel, où la République démocratique du Congo ne dispose toujours pas d'une structure nationale opérationnelle chargée justement de la conservation du patrimoine audiovisuel. C'est qu'a révélé le directeur général du Centre culturel et artistique pour les pays de l'Afrique centrale, également cinéaste, à l'occasion de la Journée mondiale du patrimoine audiovisuel. Rosie Chioyo pour le reportage. Célébrée à travers les mondes, la Journée mondiale du patrimoine audiovisuel vise à sensibiliser sur l'importance de préserver, valoriser et transmettre ces patrimoines, véritable mémoire de notre identité culturelle. Mais en République démocratique du Congo, la situation reste préoccupante.
Les directeurs généraux du Centre culturel et artistique pour le pays de l'Afrique centrale, les cinéastes Baloufou Bakoupa Kaninda, affirment qu'aucune structure nationale n'existe aujourd'hui pour conserver les patrimoines audiovisuels du pays. La République démocratique du Congo, mon pays, notre pays, ne dispose pas à ce jour d'aucune structure nationale opérationnelle chargée de la conservation, de la restauration et de la valorisation systématique de son patrimoine audiovisuel. Les films congolais produits avant 2000, donc en pellicule, ou maintenant en numérique, donc qu'ils soient issus de films de l'époque coloniale ou de la RTNC et son ancêtre, La Voix du Zaïre, ou des productions indépendantes comme mes propres films, n'ont pas été centralisés ni catalogués. Il rappelle que depuis les années 1960, au départ de Belge, une grande partie des archives a été emportée. Une coopération est en cours pour les récupérer. Baloufou annonce aussi la création prochaine d'une cinémathèque congolaise afin d'éviter que le pays ne perde à nouveau sa mémoire audiovisuelle. Ici au centre, j'ai mis en place au centre culturel de Grand Tambour, j'ai ouvert une voie. Pour le moment, on essaie de mettre les choses en place. Il faut former les gens à comprendre. On a mis en place une cinémathèque congolaise. Donc le projet de cette cinémathèque congolaise, qui est intégrée au centre, vise justement à combler ces vides historiques en lançant un inventaire national de films congolais, un programme de numérisation et de restauration en collaboration avec des partenaires internationaux. Là, je vous parlais de la Cinémathèque royale de Belgique et d'autres partenaires. L'absence des dispositifs des repérages, des catalogues et des numérisations rend impossible l'évaluation du patrimoine audiovisuel congolais. Une situation qui prive les générations actuelles et futures d'un plan essentiel de leur histoire, l'image. Voilà pour l'essentiel de l'actualité nationale. Quittons la RDC pour la page internationale. Page internationale, rendons-nous en Afrique de l'Ouest où le Burkina Faso a enregistré une victoire diplomatique et financière majeure. Le pays a été officiellement retiré de la liste de grise du Gavi, salué pour ses efforts dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Un signal fort, cette fois-ci renvoyé aux partenaires internationaux, fruit d'une réforme rigoureuse amorcée depuis 2021. Passons sous le kéké pour le commentaire. Burkina Faso vient de franchir une étape cruciale dans la consolidation de sa gouvernance financière. Retiré de la liste grise du groupe d'action financière, les GAFI, le pays est désormais salué pour ses efforts concrets dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Une victoire institutionnelle et technique, fruit de plusieurs années de réformes structurelles et de coordinations multisectorielles. Depuis son inscription en 2021, Ouagadougou a mis en œuvre pas moins de 40 mesures correctives allant de la création d'un registre électronique de bénéficiaires effectifs à l'adoption de lois plus strictes sur le flux financier. Une dynamique saluée par le partenaire économique qui y voit un gage de transparence et un climat plus rassurant pour les investissements étrangers. Cette sortie de la liste grise permettra au Burkina Faso d'avoir un accès plus favorable aux marchés financiers internationaux, de réduire les coûts de sa dette et surtout de restaurer la confiance des partenaires techniques et financiers. Et à Pagé, sur le côte turquoise de Zanzibar, de milliers de femmes plongent chaque jour dans le lagon pour cultiver les algues. Derrière cette activité silencieuse, mais cette fois-ci essentielle, se cache une filière stratégique en pleine expansion. Pilier de l'économie locale entre tradition, résilience et ambition globale. Patience Lokeke. À Zanzibar, sous le reflet turquoise du lagon de Page, un autre visage de l'économie bleue se dessine. Porté par des femmes aux mains immergées, au dos courbé, mais à la résilience admirable. Elles cultivent les algues, un or vert souvent méconnu, mais pourtant indispensable à de nombreux produits du quotidien à travers le monde. Crèmes solaires, cosmétiques, produits pharmaceutiques. Malgré des conditions de travail rudes,
douleurs musculaires et marées imprévisibles, ces femmes tiennent bon. Car au-delà de paniers d'algues, ce sont deux foyers qu'elles nourrissent et une indépendance qu'elles cultivent. Dans un archipel où moins de la moitié des femmes ont un emploi officiel, cette activité représente bien plus qu'une simple récolte. C'est une source de dignité et de revenus stables. Aujourd'hui, deux initiatives locales comme Mwanine Zanzibar ou la Fondation Milele cherchent à valoriser leur rôle en les formant à la transformation des algues et même à la natation pour leur sécurité en mer. Le secteur, troisième pilier économique de Zanzibar, après le tourisme et les épices, attire désormais l'attention de grandes ONG et du secteur privé. Mais alors que le réchauffement climatique le pousse vers des eaux plus profondes et plus dangereuses, une question se pose: qui protégera ces femmes, gardiennes silencieuses de l'or vert de l'océan? Avant de boucler complètement ce journal, suivons cette revue de presse. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette revue de presse. La manchette ouvre cette édition avec un constat amer. L'accord de paix signé à Washington, censé mettre fin aux hostilités dans l'est du pays, peine à produire ses effets. 4 mois après sa signature, les bombardements se poursuivent et les troupes de l'AFC M23 demeurent sur le sol congolais. Les populations victimes des violences et des violations de droits fondamentaux voient leurs espoirs s'éteindre peu à peu. La question se pose, faut-il encore garder espoir ? À ce pessimisme, la percée répond par un appel à la réflexion. Le cardinal Fridolin Ambongo invite le Congolais à une introspection nationale et régionale. Selon lui, il faut d'abord comprendre ce qui divise à l'intérieur du pays avant d'aborder les différends avec le voisin. S'exprimant à Rome lors du lancement du mouvement Oser la paix, le prélat met l'accent sur la restauration de la cohésion nationale, préalable indispensable à toute réconciliation durable. Dans un tout autre registre, Forum d'Alsace choisit la voie de l'optimisme et de la mobilisation nationale autour d'une cause planétaire, la protection du climat. Le journal rapporte le lancement par le président Félix-Antoine Tshisekedi de la première semaine nationale du climat. Cet événement marque, selon le chef de l'État, une nouvelle ère pour la nation, celle d'un engagement résolu à faire de la RDC un pays solution face à la crise climatique mondiale. Un ton renforcé par la référence plus qui revient sur le propos du président appelant la communauté internationale à investir dans la forêt tropicale congolaise, les énergies propres et l'innovation écologique. Tshisekedi y voit une opportunité de transformation économique. Chaque dollar investi en RDC, dit-il, serait une assurance vie pour la planète. Le potentiel ramène les débats sur le terrain économique avec un message de stabilité. Après plusieurs jours de turbulences sur le marché des changes, la Banque centrale du Congo rassure. Il ne s'agit pas d'une crise, mais d'un ajustement technique. La BCC affirme que les fondamentaux demeurent solides et que le mécanisme de régulation fonctionne normalement. Enfin, Géopolis Hebdo clôt cette revue en évoquant un chantier majeur, la mise en œuvre de la loi sur le contenu local. Adopté en Conseil des ministres, ces projets entendent donner la priorité aux Congolais dans l'accès aux emplois, aux affaires et à la formation. Une stratégie qui vise à transformer la richesse du sol en richesse nationale. Pour Maître Moïse Bakayoko Pika, cette loi marque une véritable révolution économique susceptible d'impulser le développement durable du pays. Ainsi se referme cette revue de presse. Au revoir et à la prochaine. Et c'est avec cette revue de presse de Domomat que nous mettons un point final à ce journal dont voici le principal des articulations. En République démocratique du Congo, la session de septembre de l'Assemblée nationale appelée session budgétaire consacrée à l'examen et à l'adoption du budget de l'année pour l'année suivante est toujours en cours. Cette année, cette session est marquée par l'absence du bureau pouvant conduire les débats, dossiers que vous avez suivis dans cette édition de formation sur les conséquences liées à cette situation. On parlait également de l'objectif impulser une nouvelle dynamique de gestion axée sur les résultats, la transparence et la
redevabilité. C'était l'objectif d'atelier de co-création de la cellule de coordination et de suivi des résultats lancé ce mardi à Kinshasa par le ministre de la Santé. On a terminé ce journal avec la victoire diplomatique du Burkina Faso. Le pays a été retiré de la liste grise de Gavi. Salué pour ses efforts dans la lutte contre les blanchiments des capitaux et les financements de terrorisme, Ouagadougou renvoie cette fois-ci un signal fort aux partenaires nationaux et internationaux. Merci de nous avoir suivis. Restez branchés à nos programmes. Ce journal vous a été présenté par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.